Vue sur Terre part à la découverte du Rajasthan. Cette terre chargée d'histoire porte en elle toute la magie de l'Inde. Situé au nord-ouest du pays, le Rajasthan est bordé de plaines et de montagnes arides. C'est la terre ancestrale des Maharajas, des derniers cavaliers rajpouts et des tribus nomades. Pabbu est né dans le désert du Thar. Il n'a jamais quitté les steppes de son enfance. Pabbu appartient à la caste des chasseurs, les Bhils. Il n'a de cesse d'améliorer la vie des femmes et des hommes de sa communauté, les intouchables du désert du Thar. C'est sur une moto de légende que Géraldine parcourt l'Inde et le Rajasthan. Après des voyages aux États-Unis et en Australie, cette jeune Française, originaire de Rouen, débarque à New Delhi. L'Inde qu'elle explore chaque jour a changé sa vie. Ajit est un cavalier, descendant des guerriers du Rajasthan, les Rajputs, littéralement les fils des rois. À 32 ans, il suit le chemin emprunté par sa famille depuis 8 générations. Ajit est un des plus grands défenseurs des Marwaris, les chevaux du Rajasthan qui ont bien failli disparaître. Nous sommes en paix. Tout autour, il n'y a que la paix. Je suis heureux avec mon meilleur ami, le plus loyal, le cheval. C'est un grand moment pour nous. Le désert du Thar, le grand désert indien. Il est situé au nord-ouest de l'Inde, à la frontière avec le Pakistan. Ce pays de sable, de cailloux et de poussière est le royaume des vents brûlants et des tempêtes qui effacent tout. C'est le territoire de la désolation. Le froid est glacial en hiver et les chaleurs incandescentes le reste du temps. Depuis toujours, les hommes savent que les déserts n'ont pas le sens de l'hospitalité. Le Thar est pourtant le désert le plus peuplé de la planète. Ceux qui y vivent le nomment Marustali, le pays de la mort. Pabbu est un homme du désert et un ancien nomade. C'est un intouchable de la caste Bhil, celle des chasseurs, au plus bas de l'échelle sociale. Une vie rude, mais Pabbu est un homme heureux. Le désert est en lui. C'est son identité. Nomade, généreux, libre et musicien. La guimbarde, le plus vieil instrument du monde, l'accompagne lors de ses nuits solitaires passées dans le désert. Les hommes du désert, comme mes oncles, mon père, tous jouaient de cet instrument. Ils l'avaient toujours sur eux quand ils gardaient les troupeaux. Même si tu ne sais pas en jouer, tu l'as avec toi et tu apprends sur la route. Comme ça, tu ne te sens jamais seul. Ça fait partie de la vie des gens d'ici. Pabbu a fait sienne la pensée de Gandhi. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. Avec l'énergie de ses convictions et l'audace de ses rêves, Pabbu est à la recherche de 1000 solutions pour aider la communauté des intouchables. En 2007, Pabbu a créé Malenbai, une association de soutien scolaire, d'aide aux artisans et aux nomades, les plus basses castes de l'Inde. Ainsi, Pabbu a relancé l'artisanat traditionnel du désert. Il s'engage à acheter ce que les artisans produisent, des tapis, des poteries, des tissus, qu'il vend ensuite à Jaisalmer, la grande cité du désert. Autour de Jaisalmer, il n'y a plus aucun potier. Le plus proche est à 110 km. Les gens achètent des poteries, mais elles se cassent en route. Alors ils sont contents de pouvoir en acheter dans leur propre village.
Celui-là a une ouverture plus grande. Je pars loin et je dois faire attention à ce que les pots ne se cassent pas en route. C'est pour ça que je les teste. Sinon, ma mère ne sera pas contente. Elle va me dire « Qu'est-ce que tu as fait? Je ne peux pas transporter d'eau avec. » C'est au son que tu vois la différence. Celui-là est bien. Pabou donne du travail aux plus pauvres dans les coins reculés du désert du Thar. Aujourd'hui, il vient chercher des poteries pour sa famille et passer commande d'un lot de marchandises plus important. Comme beaucoup de familles nomades du désert, celle de Pabou s'est sédentarisée. Il rend visite à sa mère et pour atteindre son village, il doit parcourir plus de 2 heures de piste à travers les steppes. C'est une très très bonne voiture pour le désert. On peut monter à 10 dedans et même parfois à 11 ou plus. Les gens de la famille, ça ne les dérange pas d'être un peu serrés. Ça ne s'enlise pas dans le sable. Mais si parfois ça arrive, tu demandes à toute la famille de pousser. Donc on peut dire que le rickshaw convient parfaitement aux gens du désert. Tiens, je t'ai amené des poteries. Elles viennent du village de tes ancêtres. Je les ai achetées à Ada. Je suis vraiment content de rendre visite à ma famille. Je leur amène des pots. Ils en ont besoin ici dans le désert, pour l'eau. Bientôt, l'été arrive. Dans un mois, il fera vraiment chaud. C'est pour ça que j'apporte des poteries à ma mère, pour qu'elle puisse garder l'eau au frais. Les deux là, c'est pour faire le yaourt. Et à partir du yaourt, on fait du beurre. L'entraide est indispensable dans le désert. Elle est une question de survie pour les intouchables. C'est le sens profond de l'engagement de Pabou sur une terre rude où il faut se battre pour vivre. Autrefois, les intouchables, considérés comme impurs, ne pouvaient puiser l'eau des puits dans les villages. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, même si dans le désert du Thar, les gens des castes inférieures continuent toujours de subir l'injustice et parfois la violence. C'est la tombe de mon père, de mon grand-père et de ma grand-mère. Ce sont des gens d'un autre village qui ont fait ça. Ils sont venus et ils ont tout cassé. Même morts, même les tombes. Regarde ce qu'ils en ont fait. Même les tombes, ils ne les supportent pas. C'est comme s'ils m'avaient tué.
Je suis vraiment triste. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Mon Dieu. Babou ne perd jamais espoir. Il a la force de l'humilité. Au milieu du désert, les actions humanitaires menées par son association lui donnent du courage. Au Rajasthan, les traditions subsistent plus qu'ailleurs en Inde. Les castes ont été abolies en 1950, après l'indépendance du pays. Mais le sentiment d'appartenance à ce système de hiérarchie est encore très présent dans les esprits. Autour de Jaisalmer, Babou se fait peu à peu une réputation. Il est celui qui aide les tribus d'intouchables. Il y a des dizaines de villages abandonnés sur l'ancienne route de la soie et des épices. Jadis, ces maisons étaient habitées par des brahmanes, la caste des lettrés, la plus élevée dans l'échelle sociale. Quelques intouchables viennent de s'y installer. Babou les encourage à perpétuer leur activité artisanale. Dans le désert du Thar, Malenbai, son association, est porteuse de vie. Avant, je vivais dans un autre village. Avec 4 ou 5 familles, on faisait du gouglon. C'est la résine pour l'encens. C'est ici qu'on venait le récolter. Alors un jour, je suis resté et j'ai repris le métier à tisser. Mon grand-père a appris le travail à mon père et c'est lui qui me l'a enseigné. Aujourd'hui, je reprends le métier et je continue. Le premier tapis qu'il a tissé n'était pas réussi parce qu'il avait oublié comment faire depuis 20 ans. Après, il a fait de mieux en mieux. Aujourd'hui, même les villageois viennent le voir et lui disent « Tu es revenu ? Tu refais ce que faisait ton père. » Ici, on trouve de l'eau depuis des siècles. L'existence se trame autour d'un puits. La vie peut reprendre dans ce village abandonné. Babou a bon espoir que son travail permette aux villageois de s'y installer durablement, malgré la dureté du désert. Tous les jours, je viens chercher de l'eau. La cruche n'a pas le temps de se reposer. Il n'y a pas de puits dans la région. Il y a au moins 5 ou 6 villages qui viennent s'approvisionner ici. Il y a des hindous, des musulmans. Ils font presque 10 km pour venir prendre de l'eau. Ils viennent à pied avec les chameaux, avec les animaux qu'ils ont. Avec des mules aussi. Ces nomades ont dû quitter la vie itinérante. Avec Babou, ils font revivre ce coin de désert. Aujourd'hui, une cérémonie traditionnelle se prépare pour célébrer la venue au monde d'un enfant. Le désert du Thar est le berceau originel des gitans du monde entier. C'est ici, dans cette région austère, qu'ils ont entamé leur voyage à travers le monde, il y a plus de 1000 ans. Dans les steppes désertiques du nord de l'Inde, chaque jour, des enfants naissent, apprennent à marcher, à parler, à chanter et à se battre pour survivre. Avoir un garçon, c'est important. C'est pour lui qu'on fait une grande cérémonie. Avant, la mère a eu 4 filles. Un garçon, ça nous fait plaisir. Alors on va faire des offrandes. Aujourd'hui, on va donner un nom au bébé. C'est un grand jour.
Dans la tradition, le chaman choisit le prénom et il le murmure à l'oreille de l'enfant. Le nouveau-né se prénomme Jabra. C'est un nouveau fils du désert. L'âpreté des grands espaces donne la force d'inventer une nouvelle vie. Chaque jour, Babou s'engage pour les autres et il ne refuse pas le combat du désert. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses, disait Gandhi. Les animaux nous donnent de l'énergie, les arbres aussi. L'eau nous donne la vie. Même si elle contient du sable, ça nous donne de la force. Il n'y a rien de mieux pour nous. On est né ici. Notre sang est en contact avec la nature. La nature, je veux dire le désert. On préfère toujours être dans le désert. I have a problem with my bike, and you know where is the next village where I can go for repairing? Géraldine est une aventurière. En Inde, elle nourrit sa passion du voyage. À 27 ans, cette jeune femme originaire de Normandie organise des expéditions à moto. Au Rajasthan, elle est en quête de nouveaux itinéraires qu'elle proposera à de futurs clients, des motards épris comme elle parce que l'Inde offre de plus féerique. No English? Ça a l'air de le faire, ouais. Ça fait un moment que j'attends, donc j'espère qu'ils ont bien compris ce que je voulais, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Wow. Danyawad, hein? Or help. Very nice. Donc, au début, c'était un peu galère, mais voilà, ça se finit plutôt bien. Donc, ça se finit même très bien. On va sûrement boire le chai après. Bourlinguer en Inde, comme le fait Géraldine, permet de remonter le cours de l'histoire. Udaipur, Jodhpur, Ajmer, Jaipur. Le seul nom des anciennes cités royales du Rajasthan est déjà un dépaysement et une invitation au voyage. Cet État du Nord-Ouest est une région immense à la mesure de l'Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde. Chaque année, Géraldine parcourt des milliers de kilomètres à moto. Son territoire, le Rajasthan, le Ladakh, le Népal, le Kerala. Géraldine explore de nouveaux itinéraires. Elle cherche à atteindre le temple Ombana. C'est le but de son repérage. Situé à 400 km de là, quelque part entre Udaipur et Jodhpur. Ce lieu est devenu sacré. On y vénère le dieu de la moto. Dans les villages perdus,
Le passage de Géraldine en étonne plus d'un. Une voyageuse solitaire suscite toujours la curiosité. L'Inde est un pays où l'émancipation et l'amélioration de la condition des femmes sont un combat quotidien. Namaste ji. Kumbhargarh possible this way? Yeah? Acha. So, this is Kumbhargarh. Ok? Je cherche mon chemin, je suis un peu perdue. Je cherche des petites routes, donc c'est un peu le but de se perdre, c'est toute la magie du voyage à moto. Il y a encore 6 mois, c'était un village très isolé, on pouvait y accéder que par des petites routes de sable, de caillasse. Et là, donc on vient de construire une route d'asphalte. Donc c'est beaucoup plus facile d'y accéder. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye cette route aussi. Parce que c'est l'occasion d'étoffer un petit peu les itinéraires, passer par des endroits qu'on ne connaît pas, où les gens sont encore surpris de nous voir. You wanna come? Il faut de l'audace pour étancher sa soif de découverte. En fait, sur les pistes du Rajasthan, elle touche peut-être le cœur des Indiens, peu habitués à croiser le chemin d'une jeune femme libre et indépendante. J'ai décidé de partir voyager principalement aux États-Unis et en Australie. Donc de là, je suis arrivée en Inde parce que j'ai eu une très bonne opportunité de travail à la base, mais aussi parce que l'Inde, c'était un pays coloré, c'était une image très forte que j'avais. J'avais vraiment aucune idée où je mettais les pieds, parce que c'est un pays qui m'a touchée, parce que je suis vraiment tombée amoureuse du pays, de la moto et d'un Indien. Ce pays de contrastes et de légendes va changer sa vie. Géraldine a décidé de s'y installer et même de se marier. On est au cœur des monts Aravalli. Donc les Aravalli, c'est 700 km de chaîne depuis Delhi jusqu'au Gujarat, donc du nord au sud. C'est la seule région du Rajasthan qui est vallonnée, donc tout le reste du Rajasthan c'est des plaines, des déserts. Donc ici on apprécie en tant que motard d'avoir des routes qui sillonnent et c'est vraiment un plaisir quand tu es motard de pouvoir parcourir des routes comme ça. Tu te retrouves dans des paysages que tu t'imagines pas. Avec 1 heure de moto, tu fais de la piste et c'est là que tu apprécies vraiment, que tu te dis voilà, j'ai mérité ça et c'est un beau cadeau. Qu'est-ce que tu veux ? On s'attache beaucoup à la Royal Enfield. Alors moi, c'est la première et la seule moto que j'ai jamais pilotée. Donc oui, forcément, j'y suis attachée. Mais j'y suis attachée aussi pour d'autres raisons, parce qu'elle a un charme fou, parce qu'elle fait un bruit d'enfer, et puis qu'à notre passage,
à notre passage dans les petits villages ou même dans la campagne, les gens sont ravis de nous voir sur leur moto, parce que c'est quand même la moto, c'est la moto emblématique indienne. Donc c'est une très vieille moto, elle garde son côté vintage, son charme. Géraldine roule sur une légende. Elle a trouvé le moyen idéal pour aller à la rencontre d'un pays mythique. L'histoire de cette moto débute à la fin du 19e siècle en Angleterre. Elle est alors fabriquée dans une usine d'où sortent aussi des fusils, des revolvers et des munitions. Le slogan de la marque, « Made like a gun, runs like a bullet ». Faite comme un fusil, rapide comme une balle. Durant la Seconde Guerre mondiale, le jour J, ces motos débarquent avec les forces alliées sur les plages de Normandie. Après l'indépendance de l'Inde, la boulette équipe l'armée indienne. Elle est fabriquée dans le sud du pays et devient un symbole, car à 7000 km de là, sur le vieux continent, la production s'essouffle et le monde change. À la fin des années 60, un ingénieur indien rachète les plans de la moto. Elle n'est plus une vieille anglaise. La Royal Enfield est devenue une jeune dame indienne au style rétro et intemporel, comme l'Inde. Géraldine ne parle pas l'hindi, une des 22 langues officielles du pays. En Inde, seulement 10% de la population comprend l'anglais. Au Rajasthan, la barrière de la langue complique un peu l'aventure. Mais la moto est le meilleur passeport de Géraldine. Ce que j'aime particulièrement ici, c'est les gens, c'est ce qui me fait rester ici. C'est dans leur regard, quand je suis à moto et puis que je regarde à gauche, à droite, il y a des sourires qui s'affichent sur le visage des gens. Les gens parfois essayent de nous arrêter, ça nous arrive de les prendre sur derrière nous et puis de les déposer 5 km plus loin dans leur petit village, ou des écoliers qui doivent faire 10 km tous les jours à pied. Et ils sont bien contents de pouvoir faire la route avec nous. Et c'est ça que j'aime ici, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Impossible de parcourir le Rajasthan sans traverser les grandes villes du pays où bat le cœur de l'Inde. Avant de rejoindre le temple sacré de la moto, Géraldine fait escale à Udaipur. C'est une étape importante pour ses activités de guide moto. Udaipur est un passage obligé pour les étrangers en quête d'histoire et de merveilles. Good morning, sir. Géraldine rencontre aujourd'hui une des personnes les plus respectées de la région, le Maharaja d'Udaipur. Il descend de la plus ancienne famille aristocratique de l'Inde. Les rois n'ont plus de rôle politique. Tous les Maharajas ont la charge de préserver leur palais et de les ouvrir au monde. Aujourd'hui, on vit et on vit avec son temps. Quoi qu'on fasse, il faut s'adapter à son époque. Il y a des centaines d'années, nos ancêtres le faisaient déjà. Il faut agir et vivre de manière adaptée à son temps. En présence de quelques notables de la ville réunis au palais, Géraldine a la chance d'assister à une cérémonie spéciale. Ce jour-là, le Maharaja célèbre son anniversaire. En Inde, le faste et l'extraordinaire côtoient souvent les vies les plus simples. C'est ce que Géraldine veut faire découvrir.
Après 400 km, elle arrive à Ombona, un lieu sacré, un temple dédié à la moto. La spiritualité est partout en Inde. Tous les miracles et toutes les superstitions sont possibles sur cette terre où les dieux se comptent par milliers. Des centaines de voyageurs s'arrêtent ici chaque jour. Ils viennent solliciter la protection d'un dieu de la route et des motards. À cet endroit, il y a une vingtaine d'années, Ombana, un motard indien, a trouvé la mort au guidon d'une Royal Enfield. Après l'accident, les gens racontent que la moto est revenue seule sur les lieux du drame. C'est pour cette raison qu'un temple a été érigé au bord de la route. Depuis, cette moto est devenue un objet de culte. C'est la fameuse Royal Enfield de l'accident. Donc c'est une vieille moto. Je pense qu'elle a entre 40 et 50 ans. Et donc ils n'y ont pas touché, elle est restée telle qu'elle. Bon, évidemment, chacun vient ramener ses offrandes, chacun vient la bénir. Donc ils donnent des fleurs, ils donnent à manger, ils donnent de l'argent. Tout est bon à donner pour se procurer la chance. C'est ça, voilà, c'est la chance en fait. J'ai été bénie, donc c'est bon, je vais pouvoir repartir tranquille. Au moins, pour les quelques semaines à venir, je serai protégée. Namasté. La tradition et la modernité s'entrechoquent en Inde. Tout arrive dans un monde où le destin se tient dans les mains des dieux. Pour Géraldine, ce n'est pas seulement un pays surgi d'un univers de légende. Elle y a trouvé sa part de rêve. Là, j'attends Pravin. C'est mon futur mari. Donc voilà, on va continuer la route ensemble. Et il ne devrait pas tarder à arriver là. Hey baby, how are you? Aujourd'hui, dans l'Inde du XXIe siècle, se dessine la nouvelle vie de Géraldine. Dans quelques mois, elle va épouser Pravin, un danseur de New Delhi et de Bollywood. Mais cela, c'est une autre histoire.
Ajit a grandi sur la terre des Rajputs, les guerriers du Rajasthan. Durant des siècles, les Rajputs se sont battus seuls contre tous. Leur courage n'avait d'égal que celui de leur monture, les chevaux marwaris. C'est une des plus anciennes races de chevaux au monde. Il y a 3 décennies, sans la passion de quelques éleveurs, les pur-sang indiens ont failli disparaître. Selon la légende, les chevaux du Rajasthan sont issus du grand océan. Quant aux hommes, incroyables et fiers cavaliers, ils sont les fils de la lune, du feu et du soleil. Il n'y a pas de mots. C'est plein d'énergie. On est paisible ici. Partout c'est la paix, rien d'autre. Je suis heureux avec mon meilleur ami, le plus loyal, le cheval. Tout est là. Je monte à cheval tous les matins, parfois le soir. C'est un des moments les plus forts de ma vie. J'adore ça. J'aime lire tous les livres anciens dès qu'il est question de chevaux. C'est très intéressant et j'essaie de tenir compte de ce que je lis. Par exemple, comment acheter un bon cheval, quelles sont leurs habitudes, comment les dresser. Il y a beaucoup d'enseignements dans ces vieux livres, écrits par les célèbres cavaliers d'autrefois. Alors on peut utiliser leur savoir. L'histoire du Rajasthan et le sang des Rajputs se mêlent depuis un millénaire. En sanskrit, le nom de cette caste guerrière signifie « le fils des rois ». Quand ils ne résistent pas aux invasions musulmanes, ces cavaliers guerroient contre les armées mogholes, descendants de Gengis Khan. Et quand ils ne sont pas en guerre, les Rajputs se livrent à des luttes fratricides. De tout temps, ils lèvent des armées de cavaliers, redoutables guerriers au service des seigneurs de l'Inde. Noblesse d'âme, code d'honneur et fierté chevaleresque définissent le caractère des Rajputs. Au Rajasthan, les hommes et les chevaux sont l'empreinte de l'histoire et témoignent de leurs illustres faits d'armes. Ajit porte en lui l'héritage de ce passé. Ces vieux guerriers étaient célèbres pour leur courage. Dans l'histoire des familles royales qui faisaient la guerre, quand les combattants mouraient sur le champ de bataille, la plupart des rois faisaient bâtir ces tombeaux en leur mémoire. Un peu partout, au bord des lacs et des cours d'eau, se dressent les cénotaphes, impressionnants tombeaux de combattants rajpouts. Certains ont été bâtis en l'honneur du sacrifice des femmes de guerriers, les satis, les veuves qui s'immolaient sur le bûcher de leur époux. Parfois, quand j'ai le temps et que je veux me ressourcer,
Je viens ici, avec mon cheval. 2 fois par mois, je viens là. Je suis si heureux de voir les guerriers et leurs chevaux. C'est bon pour mon cheval et moi. Dans la mythologie indienne, le cheval est considéré comme un dieu. Il est supérieur à tous les hommes. C'est un cheval de guerre, nerveux, résistant, endurant et infaillible. La légende dit que les dieux se disputaient sa possession. Les plaines semi-désertiques du Rajasthan ressemblent peut-être au royaume éternel des cavaliers. C'est ici que vit Ajit. Ses ancêtres se sont installés dans le lit d'une rivière asséchée il y a plus de 200 ans. Dans la famille d'Ajit, les hommes sont cavaliers et éleveurs de pur sang marwari depuis 8 générations. J'étais professeur assistant à l'université d'Udaipur. J'ai fait une thèse en littérature indienne. Malheureusement, en 2003, j'ai perdu mon père dans un accident de voiture. À partir de ce moment, 2 chemins se présentaient devant moi. Le premier m'emmenait très loin des chevaux. L'autre, loin de mon ancienne vie, mais avec les chevaux. J'ai décidé de choisir cette voie avec eux. Ça a été le chemin le plus dur et c'est encore difficile maintenant. On a plein de problèmes encore, mais on est fiers de notre métier. On est heureux. Là-haut, ceux des anciennes générations doivent être aussi heureux de ce choix, car on a les chevaux et on travaille encore avec eux. C'est un rituel. Chaque matin, Ajit vient saluer ses chevaux. Il les considère comme ses propres enfants. Il leur consacre tout son temps. Dans la race marwari, les oreilles sont très importantes. Elles sont arrondies. Nous, on dit qu'elles sont bouclées. Il y a une vieille histoire à ce sujet. Un ancien guerrier Rajput priait son dieu, le dieu Durga. Celui-ci était satisfait du travail du guerrier. Dieu lui a demandé « Quel est ton désir le plus grand ?» Comme le guerrier était amoureux de son cheval, il répondit
Je voudrais que mon cheval ait quelque chose de spécial. Je n'aime pas ses oreilles, elles ne sont pas belles. Alors le dieu Durga lui demanda, « Tu voudrais qu'elles soient comment ?» Je voudrais que les oreilles soient comme mes moustaches, arrondies et en pointe. Durga a répondu oui, et depuis, tous les chevaux marwaris ont les oreilles comme ça. Ajit et ses chevaux se préparent pour un long voyage. Avant chaque départ, il demande la protection de sa mère. Le cœur d'une mère est fragile et anxieux pour son fils. Je lui souhaite de faire un bon voyage, qu'il revienne sain et sauf. Je le bénis. Je lui demande de revenir vite et je lui dis « Fais attention, mon fils ». Pour faire vivre son élevage et le développer, Ajit organise des processions et des parades équestres pour les mariages et les grandes fêtes religieuses. Avec ses chevaux, il parcourt chaque année des milliers de kilomètres sur les routes de l'Inde et du Rajasthan. C'est en hiver que la période des mariages et des cérémonies en tout genre bat son plein. Ajit et ses chevaux n'ont que quelques mois pour défiler devant leur public. Ils réalisent une centaine de spectacles par an. C'est une cérémonie de la religion Jain. Ils avaient un vieux temple qu'ils ont fini de restaurer. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration. La fête va durer 14 jours. Aujourd'hui, les chevaux marwaris retrouvent peu à peu la place qui était la leur dans la société indienne. Dans l'exubérance des fêtes traditionnelles, les chevaux d'Ajit se mêlent aux danseurs baroques. À la fin de la période coloniale, la race marwari aurait pu disparaître. Les Anglais avaient transformé les chevaux, messagers de Dieu, en bêtes de somme. Au Rajasthan, on voue aux chevaux un culte absolu. On raconte que le pur sang indien est le fruit d'un amour entre un étalon noir du désert et une belle jument à la robe blonde. Dans les mariages des grandes familles rajasthanies, c'est sur un cheval blanc, symbole de pureté, que le marié va à la rencontre de sa future épouse. Le marwari porte aussi en lui le souffle romantique de l'Inde. Les origines des chevaux marwaris se perdent dans les brumes du Rajasthan et les mythes ancestraux. Grâce au travail entamé par son père, Ajit est devenu un des meilleurs défenseurs des chevaux en Inde. La race marwari était très répandue, mais dans les années 1910 et jusqu'en 1940, ça a été une mauvaise période pour eux. Quand ils dirigeaient l'Inde, les Anglais ont essayé de les faire disparaître.
Il voulait que les familles royales abandonnent les Marwaris. Il voulait imposer tout ce qui venait de l'Occident. À cette époque, la race Marwari et le cheptel ont décliné. Maintenant, il en reste très peu. On essaie de sauver cette race. Sans la volonté de quelques cavaliers, les 500 derniers chevaux Marwari seraient dans les oubliettes de l'histoire. En perpétuant ainsi la race, Ajit est devenu un défenseur du passé chevaleresque des Rajputs.